Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Des légumes en hiver de Elliot Coleman. Donc, Elliot Coleman, c'est un pionnier, en fait, c'est vraiment un pilier dans l'agriculture biologique, l'agriculture assez intensive. Puis, ce livre-là traite particulièrement de ses expériences sur les serres, sur les tunnels, puis sur son entreprise, qui est en fait une petite entreprise maraîchère qui vend des paniers de légumes frais, puis il fournit également des restaurants. Donc, ce livre-là, il est excellent. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment excellent. C'est un excellent livre. Je vous dirais son seul point négatif, si j'avais à le dire tout de suite en commençant. Son seul point négatif, c'est son prix qui est de l'ordre de 65$. Ça, je trouve ça un peu dommage, mais bon, ça valait le 65$ pour être honnête. Donc, le livre a été écrit, l'original, donc c'est un Américain, Elliot Coleman. Il a été écrit en 2009. Il s'agit ici d'une traduction. Donc, la traduction a été faite en 2013 par la maison mère, c'est Actes Sud. Pour ce qui est, moi je lis pas en anglais, donc je vous recommande en fait de le lire en anglais si vous lisez en anglais, c'est toujours mieux. Mais j'ai pas eu le sentiment que je lisais une mauvaise traduction. Des fois, on lit des livres qui sont traduits, puis on a l'impression que ça a été rentré dans Google Traduction, puis qu'ils ont jamais relu. Mais on n'a absolument pas ce sentiment-là. J'ai vraiment apprécié le lire, puis c'était bien écrit. Donc, on va commencer. Je me suis pris des petites notes comme d'habitude. On va commencer ça. En premier lieu, bon, ça paraît futile, mais je trouvais que la table des matières était vraiment très belle. C'est la première fois que je voyais une table des matières comme ça. Les chiffres comme en haut. Euh, Bref, je trouvais ça juste très beau. J'avais envie de vous le partager. Euh, Sinon, son inspiration, en fait, elle vient principalement des maraîchers français. Donc, il a voyagé partout à travers le monde pour développer son système de pensée, pour développer son entreprise, pour développer sa ferme. Donc ça parle, c'est ça que je vous disais, ça parle majoritairement des serres, donc des tunnels. Il fait la distinction, il y a plein de chiffres, il y a plein de graphiques là-dedans. Il va vous parler, mettons, des tunnels qui ont une simple paroi. Il va faire la différence avec ceux qui ont une double paroi. Je vais vous montrer des schémas un peu plus tard. Puis il a également testé des châssis à l'intérieur d'une serre. Juste ici. Donc, il met ses châssis à l'intérieur de la serre pour prolonger, en fait, parce qu'il est dans une zone froide également, comme nous au Québec, donc pour prolonger ses cultures. Le style d'écriture, c'est un style qui est simple, euh, pas simple, mais dans le sens que le livre, c'est un beau livre, il y a des belles images, mais c'est un style simple, c'est un style facile à comprendre, c'est épuré, je trouve, comme livre. Ça se lit très bien. J'ai vraiment apprécié ce livre-là, je l'ai adoré. C'est un style qui est personnel, c'est lui qui écrit, puis c'est lui qui raconte, et au début, il va raconter son histoire, puis à la fin aussi, il va faire une sorte d'éditorial, si on veut. Donc, c'est un style qui est sobre. Il y a également plein de graphiques, puis plein de technicalités. Donc, des graphiques sur les schémas, par exemple, de température. Page 59. On voit par exemple ici, s'il fait sous tunnel avec un voile thermique, donc les simples voiles. Donc dans sa serre, il y a une plantation, il va avoir une autre mini-serre si on veut, donc avec un voile thermique. Puis il va montrer à l'extérieur, dans le fond, les différentes températures. Donc on a du moins 16 à l'extérieur, tandis que dans sa serre, sous le voile thermique, on a moins 3. Il va également présenter les différences donc avec les serres simple paroi et double paroi, puis il explique pourquoi il en est venu à la conclusion que pour lui, c'était mieux d'avoir simple paroi. Donc pourquoi? Parce que c'est moins cher, parce que double paroi, euh, ça prend, euh, ça prend un moteur qui pousse de l'air entre les parois, donc il y a un coût électrique, donc plus de matériel. Bref, il préfère les serres simples parois. Puis il explique tout dans le livre pourquoi. Puis il va expliquer toutes les différences. Là. Il a même essayé les serres chauffées. Il explique en quoi c'est bon pour lui.
Lui, il s'en sert principalement pour les semis au début. Mais sinon, il ne fonctionne pas avec des serres chauffées. Donc, c'est un livre qui est plein de bon sens, en fait. Sinon, il explique aussi des trucs de marketing, plus vers la fin, des trucs de marketing, des trucs de gestion d'employés, qui sont très intéressantes pour si vous voulez partir une entreprise, si vous voulez cultiver donc de manière maraîchère. Il va parler également d'argent, donc de son revenu, page 159. J'aime bien le fait. Donc, j'aime bien. Lui, je me souviens plus sur quelle grandeur de terrain, par contre, c'est tout petit, là. Il va dire, dans le fond, son revenu s'élève à 200 000 $ à l'hectare. Donc, c'est une production qui est très grande, c'est une production monétaire qui est très grande. Donc, ça prouve en fait qu'on peut faire quelque chose qui vaut beaucoup, qui vaut de l'argent sur des petites surfaces. Par contre, il va amener la précision que souvent des personnes n'amènent pas. C'est que dans le fond, c'est 200 000 à l'hectare, mais c'est 200 000 brut. C'est pas son revenu net, c'est pas son bénéfice net. Il vend pour 200 000 dans le fond de produits maraîchers, mais dans sa poche, c'est pas 200 000 qu'il y a. Ça serait trop beau sinon. Il va pas nous le mentionner combien qu'il fait. Puis, d'habitude, les gens ne le mentionnent pas, là, mais bref. C'est quand même très intéressant de voir qu'on peut amener un hectare de terrain à un rendement productif aussi élevé. Évidemment, c'est avec une gestion très serrée. Il fait rien au hasard. Il fait beaucoup de tests, mais c'est une très saine gestion. On voit qu'il y a de l'expérience là-dedans. Aussi, quelque chose que j'ai failli oublier de vous dire, qui est absolument génial, c'est ces tunnels mobiles. En fait, ces serres sont mobiles. Vous voyez cette serre-là? Ici, ces panneaux-là vont se lever. Donc, il prépare ses semis, des semis pour l'hiver. Là, il va avoir ses cultures, admettons, d'été. Là, il relève ses petits panneaux, puis il va tirer sur sa serre, parce que sa serre, dans le fond, ces serres, en fait, il y en a plusieurs, ont des rails. Je vais vous montrer ça. On voit un autre exemple. Dans le fond, là, ici, il a probablement fait un semis d'épinards. Là, vous voyez à l'intérieur, c'est des tomates. Donc, il va rouvrir, puis sa serre est sur des rails. Donc, une fois que ces tomates vont être finies, il coupe ses plants de tomates pour qu'ils soient au ressol. Il va tirer sur sa serre, puis il va ainsi préparer, en fait, protéger ses épinards qui vont être en train de lever. Tout ça avec une gestion du temps qui est... une planification qui est hors pair. Je suis pas certain que je serais capable de faire ce style de planification-là. Page 111, on va voir... regardez. Directement ici, dans le fond, il y a des rails. Sa serre est sur des rails. Je pense que c'est un des premiers qui a fait ça. Il me semble qu'il dit ça quelque part, mais je voudrais pas... en fait, il dit que ça a déjà été fait en 1800, je pense, ou en début 1900. Puis ça avait été mis aux oubliettes parce que c'était une serre en verre, donc c'est ultra pesant. Mais bref, c'est un des pionniers là-dedans. Ça, je trouve ça vraiment pertinent parce que dans le fond, le problème avec une serre, c'est qu'elle est toujours au même endroit, donc il y a un certain appauvrissement du sol, à moins que tu fasses souvent de l'ajout. Tandis que là, si tu roules sur plusieurs terrains, en fait, c'est sur 2 sections ou même 3 sections, parce que lui, il va jusqu'à 4 sections, il peut bouger sa serre jusqu'à 4 endroits différents. Tu peux semer des engrais verts, par exemple, à l'été, dans ta 4e section. Ensuite, toi, tu travailles dans ta première. Dans ta 2e, ça va être pour l'hiver. Puis, dans le fond, ta 3e puis ta 4e section, ça va être des engrais verts. Là, tu recommences, tu sais, puis il y a quelque chose de vraiment pertinent, puis de vraiment réfléchi. Puis ça, je trouve ça génial. Si j'ai à mettre une serre, en tout cas, c'est quelque chose que j'essaierais d'envisager. Sinon, il va parler de l'ergonomie aussi, de la modification d'outils. En fait, il nous ressort le fait que dans 1900, début 1900, même avant, tout, il y avait beaucoup d'outils qui étaient tous différents. T'allais dans des musées, par exemple, là, si vous allez dans des musées d'outils de jardiniers, il y en a de tous les modèles, de toutes les formes. Puis, dans le fond, il dénonce un peu le fait que les industries se soient appropriées les outils, puis en fait, ils font des outils à la chaîne, tandis que ce que lui il propose, en fait, puis ce qu'il dit qu'on doit faire,
c'est de modifier les outils pour notre ergonomie. Donc, il va nous montrer un exemple qui est celui de la modification d'une truelle. Il a modifié une truelle simplement en la coupant la pointe, puis il a modifié l'angle ici, puis avec ça, il s'en sert pour planter. Donc on voit que le poignet ici, il mentionne le poignet se fatigue beaucoup moins parce que dans le fond, il fait un mouvement, il tire vers lui, tandis que les petites pelles qu'on achète en jardinerie, ça se travaille mal, le poignet il se fatigue beaucoup plus vite. Puis c'est sûr que quand on fait un peu de jardinage pour nous, on s'en rend pas nécessairement compte, mais lui, c'est de l'intensif. Fait qu'il s'est tout de suite développé des trucs, il s'est rendu compte qu'il y a des mouvements qui n'étaient pas naturels. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis je vais en faire une truelle comme ça. Je vais en modifier une, puis je vous ferai une vidéo sur comment que. Pas comment je l'ai faite, ça sera pas trop compliqué. Mais sur comment j'apprécie, en fait, si je l'apprécie, ce modèle-là. Mais juste à le regarder, on voit que c'est juste efficace. Puis que ça. C'est ergonomique. Bref. Aussi, à la fin, c'est un peu comme un éditorial. Donc, il va parler, il va distinguer, en fait, au dernier chapitre, il va parler des petites fermes, puis il va distinguer aussi le biologique profond du biologique superficiel. Lui, c'est comme ça qu'il est distingue, en fait. Le biologique superficiel, ben, tout de suite, ça nous vient un peu en tête, là, c'est le biologique de grande surface. Il va nous dire anecdotiquement que probablement un jour, il va avoir des petits gâteaux, là, des Twinkies qui sont très connus aux États-Unis, qui vont avoir le label biologique. C'est juste de la merde comme gâteau, là. Bref, donc comment les grandes chaînes se sont appropriées le biologique pour présenter de la nourriture, en fait, sous le label biologique, qui est biologique, mais qui n'est pas un biologique comme lui, il le conçoit, qui n'est pas un biologique profond. Dans le biologique profond, lui, il parle que c'est une amélioration des sols. Il y a une fraîcheur aussi du produit, parce que quand tu achètes des produits biologiques qui viennent pour ici au Québec, par exemple, du Mexique, où tu sais que ça fait des milliers de kilomètres, ça n'a aucun sens. Tandis que là, c'est un producteur qui est local, qui est prêt, qui est proche. Donc, lui, il distingue vraiment. Je trouve que la distinction est importante. Il va également dénoncer, en fait, le label en tant que tel. Il n'aime pas ce label-là. Nous, au Québec, par exemple, il faut payer pour avoir le label biologique, ce qui est totalement absurde, tandis que dans le conventionnel, ils n'ont pas à payer. Donc, il faut payer pour voir l'affiché biologique, même si c'est meilleur pour la santé. Puis que c'est juste. En tout cas, bref. C'était vraiment pertinent comme éditorial. J'aurais aimé, en fait, qu'il y en ait plus. Puis j'ai un autre livre de lui en français. J'espère qu'il va. Parce que sa pensée est approfondie. On voit que c'est aussi quelqu'un de très cultivé. C'est pas quelqu'un qui fait que cultiver des légumes. On sait qu'il est cultivé, on le sent. Il parle souvent de la mythologie grecque, égyptienne. Il va parler du latin aussi. Il va faire souvent l'étymologie des mots. Puis c'est pas du name dropping. C'est pas des juste pour augmenter un peu. On sent que ça vient du profond. Tu sais. Euh, que c'est pas du name dropping. C'est vraiment, c'est incarné. C'est ça que je cherchais. C'est incarné. Donc, c'est ça, c'est un excellent livre. Puis, concernant la distinction entre le biologique profond et le biologique superficiel, une autre preuve de sa grande érudition. Il va nous sortir des citations. Il y a des citations un peu tout le long dans le livre. Je vais vous laisser avec celle-là pour le biologique profond et le biologique superficiel. S'ils peuvent vous amener à poser les mauvaises questions, ils n'auront plus besoin de s'en faire pour les réponses. Ça, je trouve ça excellent comme phrase. Ça mérite un temps de silence quand on lit des phrases comme ça. Bref, c'est un excellent livre. Seul point négatif, son prix, c'est quand même pas vraiment abordable. Ben, c'est abordable, mais tu sais, c'est 65$. C'est un livre qui fait donc 200 quelques pages. Puis c'est une traduction. Donc,
J'espère que ça vous a plu. Puis, prochain livre que je vais lire, Vivre avec la Terre. Je l'ai déjà commencé, donc de Perrine et Charles Hervé Gruyère. Je sais pas comment on le dit en français de France. Bref. Donc, ça, c'est en 3 tomes. Je vais vous faire une lecture, en fait, une appréciation de chaque tome. Donc, je vais commencer par le tome 1, puis ensuite de ça, je vous ferai les autres tomes.